Bonjour les amis, content de vous retrouver après une assez longue absence avec ce questionnaire dédié à l'impôt sur le revenu global. Donc mes amis, ça va être l'occasion de revenir un peu sur les questions essentielles de l'IRG. Donc nous avons ici un questionnaire comprenant 15 questions auxquelles nous allons tenter de répondre, et bien entendu le plus important comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le commentaire, parce que c'est le commentaire qui nous permet de garder en mémoire l'essentiel relatif à une question donnée. Parfait, donc sans tarder mes amis, nous allons commencer par la première question. Voilà. Question numéro 1. Les principaux caractères de l'impôt sont: l'impôt est requis par voie d'autorité, l'impôt perçu à une contrepartie indirecte, ou alors l'impôt est une prestation pécuniaire ou en nature. Donc laquelle de ces propositions est vraie? Donc vous avez le temps mes amis de répondre et puis d'arrêter la vidéo à un moment donné pour donner votre réponse et puis la comparer à celle que je vous propose en vue d'avancer. Parfait, donc la bonne réponse mes amis est: l'impôt est requis par voie d'autorité, et encore l'impôt perçu à une contrepartie indirecte. Qu'est-ce que cela veut dire mes amis? Requis par voie d'autorité, c'est-à-dire il y a une puissance publique, c'est-à-dire c'est l'État qui le requiert des particuliers, des entreprises, des personnes physiques et morales d'une manière générale. Et puis l'impôt perçu à une contrepartie indirecte, c'est tout à fait normal, on ne peut pas s'attendre à une contrepartie directe, c'est-à-dire à un avantage que l'État va nous accorder en contrepartie du paiement de notre impôt. Bien entendu ici, la contrepartie est indirecte, donc c'est le financement des charges publiques de l'État, donc construction d'hôpitaux, construction d'écoles, services publics d'une manière générale. Et puis donc vous voyez bien mes amis, l'impôt est une prestation pécuniaire ou en nature. Cette proposition est fausse. Pourquoi? Parce que l'impôt est requis généralement, non pas généralement, mais exclusivement en argent, c'est-à-dire d'une manière, si vous voulez, par des liquidités, par un flux monétaire et jamais en nature. C'était le cas il y a très longtemps à la naissance de l'impôt. Puis, question numéro 2 mes amis. La loi de finances met à jour les codes des impôts. Vrai ou faux? Eh bien, la réponse est bien entendu vrai. Pourquoi? Tout simplement, c'est si vous voulez mes amis, les dispositions qui mettent à jour justement les 5 codes des impôts, à savoir le code des impôts directs, indirects, le code du timbre, le code de l'enregistrement et le code des taxes sur le chiffre d'affaires. Bien entendu, à ces 5 codes, il faut rajouter le code des procédures fiscales. Donc, nous avons dit la loi de finances comprend essentiellement, donc la plus grosse part des dispositions contenues dans les lois de finances sont dédiées à l'impôt, bien entendu, parce que c'est l'impôt qui finance le budget de l'État. Donc, vrai. Parfait. Question numéro 3. L'IRG est un impôt direct, indirect ou sur la consommation? Donc évidemment la réponse mes amis est directe. On dit qu'un impôt est direct lorsqu'il est perçu directement, d'où l'appellation sur le revenu des personnes physiques. Ici bien entendu l'IRG est un impôt qui concerne les personnes physiques. Donc il n'est pas indirect, c'est tout à fait normal, et il n'est pas sur la consommation. Bien entendu mes amis, vous voyez bien qu'un impôt sur la consommation, c'est un peu un impôt indirect parce qu'il n'est pas si vous voulez, requis directement, si vous voulez, du contribuable, mais il y a un intermédiaire qui le collecte et le verse au trésor public. Parfait. Question numéro 4. Sont réputés des impôts directs. Donc on va essayer de dire lesquels parmi ces impôts sont des impôts directs. D'abord nous avons l'impôt sur le revenu global, puis la taxe sur la valeur ajoutée, 3. L'impôt sur le bénéfice des sociétés, et enfin la taxe sur l'activité professionnelle. Donc nous allons essayer de les énumérer, essayer de les deviner par vous-même avant de voir la réponse. Donc vous avez mes amis l'IRG, c'est tout à fait normal, c'est un impôt direct. Vous avez aussi l'IBS, impôt sur le bénéfice des sociétés, ainsi que la TAP, taxe sur l'activité professionnelle. Donc vous n'avez que la TVA qui ne répond pas aux critères bien entendu de l'impôt direct. Nous avons dit c'est un impôt sur la consommation, c'est un impôt sur la dépense. Question numéro 5.
le taux d'imposition à l'IRG est progressif, dégressif ou linéaire. Donc vous connaissez sûrement la réponse, mes amis, à cette question. Donc ici l'imposition à l'IRG se fait selon un barème en réalité progressif, donc qui croît au fur et à mesure que le revenu augmente. Donc dégressif, c'est le contraire de progressif, et linéaire, c'est constant. Vous avez par exemple l'IBS qui est requis au taux de 19, 23 ou 26%, qui constitue, si vous voulez, un taux linéaire constant, donc qui ne change pas avec le changement du revenu. Parfait. Question numéro 6. Sont considérés comme libératoires les paiements de l'IRG dans les catégories suivantes. Donc les bénéfices professionnels, les revenus agricoles, les revenus locatifs ou alors les salaires constituant le revenu unique du contribuable. D'accord mes amis? Très important, avant de répondre à cette question, il faut comprendre qu'est-ce que le mot libératoire. Donc nous allons essayer de donner une explication à ce mot pour vous aider à répondre à cette question. Libératoire mes amis, cela veut dire ça vous libère, ça vous affranchit, ça vous exempte en quelque sorte de produire la déclaration annuelle des revenus à la fin de l'année. Donc, est-ce que vous êtes obligé d'inscrire ces revenus cités ci-dessous dans la G1 ou non? Donc, un moment pour la réflexion avant de découvrir la réponse. Donc, voilà mes amis. Les bénéfices professionnels, vous êtes obligé de les mettre dans la G1, c'est-à-dire dans la déclaration annuelle des revenus. La même chose pour les revenus agricoles. Par contre, les revenus locatifs, mes amis, vous savez, vous déclarez cela suivant une déclaration G51 pour vous acquitter du montant de l'impôt dans les 30 jours qui suivent l'encaissement du loyer, mais vous n'êtes pas tenu de déclarer ces revenus dans la G1, donc ici c'est libératoire. Également les salaires constituant le revenu unique ou alors le salaire unique du contribuable, là aussi mes amis, si vous ne percevez qu'un salaire comme source de revenus, vous n'êtes pas obligé bien entendu de souscrire votre déclaration annuelle des revenus, la G numéro 1, donc c'est en quelque sorte le cas de la quasi-totalité, j'allais dire, de beaucoup de contribuables qui, bien entendu, qui sont salariés et qui n'ont pas d'autres revenus. Bien entendu, il y a des exceptions. Si, par exemple, vous êtes salarié dans le privé, par exemple, et que vous avez un commerce à votre nom et qui est suivi au régime du réel, bien entendu, vous êtes obligé de cumuler, de déclarer vos deux revenus dans la G numéro 1 à la fin de l'année, c'est-à-dire au plus tard le 30 avril de l'année qui suit, celle au cours de laquelle les revenus ont été réalisés. Donc voilà mes amis, question numéro 7. Constituent des sommes déductibles de l'IRG. Donc nous avons les intérêts sur l'acquisition d'un logement, l'achat d'une voiture personnelle, la cotisation CASNOS ou alors la pension alimentaire. Donc à vous mes amis de dire lesquelles de ces dépenses constituent une charge déductible de l'ensemble des revenus à soumettre à l'IRG. Sans tarder, la réponse est bien entendu les intérêts sur l'acquisition d'un logement, la cotisation CASNOS, c'est-à-dire Sécurité sociale des non-salariés pour les patrons, et encore la pension alimentaire. Donc vous avez une seule réponse qui ne correspond pas aux critères de cette question mes amis. Donc l'achat d'une voiture personnelle, vous n'avez pas à la soustraire comme charge dans votre déclaration annuelle des revenus. Par contre pour les trois autres, nous avons dit, elles répondent bien entendu à cette question, donc ces dépenses sont déductibles de la G1 conformément à l'article 85 du Code des impôts directs. Parfait mes amis. Question numéro 8. L'impôt sur le revenu global n'est pas dû lorsque le revenu annuel n'excède pas, donc soit 100 000, soit 120 000 ou encore 150 000. Pour répondre à cette question mes amis, il faut avoir en tête le barème de l'IRG progressif édicté à l'article 104 du Code des impôts directs et qui nous donne la réponse 120 000. Effectivement, de 0 à 120 000, le taux d'imposition est nul. Donc tout ce qui a comme revenu inférieur ou égal à 120 000 n'est pas soumis à l'IRG. Parfait.
Question numéro 9. Les personnes physiques qui perçoivent des dividendes sont passibles de quelle catégorie de l'IRG? Donc nous allons les citer, mes amis, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, B, de l'IRG dans la catégorie des bénéfices professionnels, C, de l'IRG dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ou alors de l'IRG dans la catégorie des traitements et salaires. Donc mes amis, pour répondre favorablement, correctement à cette question, il faut bien entendu se souvenir des 6 catégories de revenus soumises à l'IRG et bien entendu de connaître un petit peu le contenu de chaque revenu catégoriel. Parfait, donc sans tarder, la réponse est IRG dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. D'accord mes amis? Les revenus de capitaux mobiliers, donc d'une manière générale, c'est un petit peu comme le revenu du capital. C'est ici, mes amis, que vous avez entre autres les dividendes, c'est-à-dire les parts de bénéfices distribuées par les sociétés de capitaux et assimilées d'une part, mais vous avez également les intérêts produits par les livrets d'épargne, ainsi que le revenu des créances dépôt et cautionnement, ainsi que les revenus, comment on appelle ça, des bons de caisse anonymes. Parfait, donc souvenez-vous, c'est les RCM par abréviation, revenus de capitaux mobiliers. Question numéro 10. Les réponses suivantes sont tenues, les personnes suivantes sont tenues de souscrire la déclaration annuelle des revenus. Parfait. A. Les importateurs suivis à l'IFU, c'est-à-dire un forfaitaire unique. B. Les titulaires des professions libérales suivis au réel. Et enfin, C. Les salariés bénéficiant en plus d'intérêts sur livret d'épargne d'un montant supérieur à 50 000 dinars. Donc la réponse est les titulaires des professions libérales suivies au réel. C'est tout à fait normal parce qu'il s'agit de bénéfices professionnels, mais également les salariés bénéficiant en plus d'intérêts sur livret d'épargne d'un montant supérieur à 50 000. Mes amis, revenons bien entendu à cette précision. Donc pour l'imposition des intérêts produits générés par les livrets d'épargne, ils doivent subir en quelque sorte deux traitements distincts selon que les intérêts n'atteignent pas ou ne dépassent pas 50 000 dinars et selon le cas où ils dépassent 50 000 dinars. Pour la première tranche, mes amis, de 0 à 50 000, ils font l'objet d'une imposition par voie de retenue à la source par le banquier au taux de 1%, mais cette tranche-là est libératoire. Par contre, au-delà de 50 000, mes amis, vous devez bien entendu souscrire votre déclaration annuelle des revenus, même si cette tranche a déjà fait l'objet d'imposition au taux de 10%, bien entendu, il fera l'objet d'un crédit d'impôt. Question numéro 11, mes amis, les bénéfices réinvestis par les entreprises individuelles sont exonérés de l'IRG, sont imposables à l'IRG au taux de 30%, sont imposables à l'IRG au taux de 70% ou alors sont imposables intégralement à l'IRG. Souvenez-vous, mes amis, pour bien entendu les sociétés, il n'y a plus aucun avantage lié au réinvestissement des bénéfices, tandis que pour les personnes physiques, les revenus bien entendu réinvestis bénéficient d'un abattement de 30%, bien entendu, donc ils seront soumis au taux de 70%. Donc la réponse exacte est C. Question numéro 12. Les plus-values de cession d'immeubles réalisées dans le cadre de l'activité d'une entreprise sont A. Imposables à l'IRG dans la catégorie des PVC à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis, sont imposables à l'IRG dans la catégorie des bénéfices professionnels ou alors sont exonérés de l'IRG. Parfait, donc la réponse pour la question numéro 12 est sont imposables à l'IRG dans la catégorie des bénéfices professionnels. Bien entendu, mes amis, cette mesure est commune avec bien entendu les sociétés de capitaux et assimilés ainsi qu'avec les entreprises individuelles. Donc les plus-values de cession professionnelle, mes amis, sont soumises à l'IRG mais pas intégralement. Bien entendu, si la plus-value est réalisée à court terme, celle-ci est imposable à 70%, donc on déduit 30% en extra comptable, tandis que si ces plus-values sont à long terme, c'est-à-dire réalisées après un délai de 3 années depuis la date d'acquisition, celles-ci sont soumises à l'impôt seulement au taux de 35%, donc on déduit 65% en extra comptable.
Question numéro 13, on arrive pratiquement à la fin mes amis. Un employé bénéficiant d'un salaire imposable de 9800 dinars pour 8 jours travaillés sur 22 n'est pas imposable à l'IRG au titre de ce mois, doit payer un IRG au prorata du nombre de jours travaillés. Donc la réponse mes amis est la réponse B, bien entendu. On doit d'abord calculer un revenu, c'est-à-dire un salaire théorique pour 22 jours, calculer un IRG dû, puis revenir par la règle de 3 également pour déterminer le montant de l'IRG dû. Donc ce n'est pas parce que votre salaire mensuel n'a pas atteint ou dépassé, si vous voulez, les 15 000 dinars que vous ne devez pas payer cet IRG. Question numéro 14 mes amis, les travailleurs handicapés sont exonérés de l'IRG salaire, sont imposables à l'IRG salaire de plein droit, ils bénéficient d'exonération et d'abattement dans une certaine limite. Donc, réponse à la question numéro 14 mes amis, donc c'est la réponse C, ils bénéficient d'exonération et d'abattement dans une certaine limite. Donc, bien entendu mes amis, pour les salaires perçus par les personnes handicapées, ceux-ci sont exonérés de l'IRG tant qu'ils n'atteignent pas 20 000 dinars. Mais si vous voulez, si le salaire de ces mêmes personnes varie entre 20 000 et 40 000, ils vont bénéficier, si vous voulez, d'abattements supplémentaires en plus de l'abattement de 40% qui est commun à tous les salariés. Bien entendu, ils bénéficient d'un abattement supplémentaire dont le montant ne peut excéder 1000 dinars. Donc je vous renvoie à la référence de l'article 104 du Code des impôts directs mes amis. 15e et dernière question, l'imposition commune avec le conjoint donne lieu à un abattement de 10% sur le revenu net global, à un abattement de 10% sur le revenu brut global ou alors à une réduction de 10% du montant de l'impôt dû par le couple. Donc une seule bonne réponse mes amis, laquelle, la première, la deuxième ou la troisième? Naturellement la réponse c'est un abattement de 10% sur le revenu net global. Donc mes amis, pour la référence légale ici, c'est l'article 6 du Code des impôts directs. Effectivement, les couples qui souhaitent produire une déclaration commune qui va joindre, si vous voulez, les revenus du couple, vont bénéficier d'un abattement de 10% et cet abattement est calculé sur le revenu net global. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Cela veut dire que vous allez d'abord joindre les revenus du couple, c'est-à-dire de monsieur et de madame, puis vous allez déduire, en quelque sorte retrancher les charges déductibles que nous avions citées tout à l'heure, article 85, puis sur ce revenu net global, vous allez appliquer un abattement de 10%, bien entendu qui sera soumis au barème de l'IRG, article 104. Donc voilà mes amis, grosso modo, les questions essentielles liées à l'IRG. On peut imaginer des dizaines d'autres questions. J'espère que nous reviendrons plus tard sur ces aspects-là. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura, si vous voulez, apporté un certain éclairage. J'espère revenir bientôt sur d'autres questions, sur d'autres thèmes avec vous et au plaisir de vous retrouver mes amis. Au revoir.